La révolution conservatrice américaine a débuté il y a déjà un petit moment. Dès les années 70, sous Jimmy Carter, qui était pourtant un président démocrate, la religion est pour la première fois entrée à la Maison-Blanche. Jimmy Carter a rendu ses prières publiques, sa foi publique. L'Amérique a fait alors un premier pas sur ce qui pourrait peut-être un jour devenir la première théocratie occidentale. Les choses, évidemment, se sont accentuées sous l'ère Reagan, mais pas tant que ça. L'ère Reagan était plutôt une révolution ultralibérale au sens ultra-capitaliste, plus que conservatrice sur le sociétal. Néanmoins, cette révolution s'est poursuivie durant les années 90, essentiellement durant les années 2000, sous les deux mandats de George W. Bush, puis a repris après l'intermède Obama, évidemment sous Donald Trump. Aujourd'hui, alors que nous sommes sous la présidence démocrate sans doute la plus faible depuis plus d'un siècle, les républicains ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Les républicains modérés, ceux du centre droit, ne sont plus présents au sein du parti. Les John McCain, George Bush père ou Mitt Romney sont soit décédés, soit mis de côté. Les plus radicaux des républicains sont donc en charge du parti. Ce sont des politiciens, mais surtout et avant tout des idéologues. L'objectif est évidemment de gagner les élections de novembre 2022, mais surtout la présidentielle de 2024. C'est pour ça qu'ils sont passés à la vitesse supérieure, comme on a pu le voir récemment avec deux arrêts de la Cour suprême dont nous allons parler ultérieurement, je pense. L'arrêt passé par la Cour suprême concernant le port d'armes dans l'État de New York, mais aussi dans l'État de Californie, est un acte d'ordre civilisationnel plus que juridique. Bien évidemment, dans la pratique, cela va rendre le port d'armes possible pour tout détenteur d'une arme à feu dans l'État de New York, mais aussi en Californie ainsi que dans d'autres États où la loi new-yorkaise était appliquée. Donc rien que ça va générer un certain danger, un degré de violence encore supérieur à ce que l'on connaît au quotidien dans certains États américains. Mais au-delà de cela, c'est un arrêt d'ordre civilisationnel qui trouve sa place dans cette nouvelle dynamique de la révolution conservatrice. Les républicains, qu'ils soient au Congrès, qu'ils soient à la Cour suprême, veulent marquer le pas, veulent donner date à cette révolution qui continue et qui passe à la vitesse supérieure. Aujourd'hui, légiférer ainsi sur le port d'armes est marquer son territoire. Voilà comment nous voyons la société, voilà comment la société américaine doit être, voilà comment elle sera. Voilà, un point c'est tout, c'est le monde que nous voulons créer. L'arrêt qui a suivi vendredi 23 juin concernant l'avortement est du même ordre. Au-delà de l'atteinte qui est faite aux droits des femmes, évidemment, cela va plus loin. Une fois de plus, nous sommes dans un ordre civilisationnel. Et la Cour suprême a été très habile, car bien que l'on puisse condamner cette décision, bien que je la condamne vivement, ils ont fait preuve de démocratie. Ils ont joué sur le système démocrate, c'est-à-dire que jusqu'à vendredi dernier, l'avortement était légal dans l'ensemble des États-Unis, c'est-à-dire que chaque État américain avait obligation de laisser pratiquer l'avortement. Alors certains États très conservateurs essayaient de minimiser la chose au maximum, mais même dans ces États ultra-conservateurs, il y avait au moins une clinique, même si elle était perdue en pleine campagne. Aujourd'hui, donc, de par ce fait, les personnes anti-avortement n'avaient aucun moyen de s'exprimer. Les personnes qui souhaitaient voir l'avortement aboli aux États-Unis ne pouvaient même pas voter pour des candidats proposant cela. C'est sur ce fait qu'a joué la Cour suprême. Depuis vendredi, les choses sont très différentes. La Cour suprême n'a pas interdit l'avortement du tout. La Cour suprême a dit que l'État fédéral ne pouvait pas décider de faire appliquer l'avortement comme un fait légal dans l'ensemble des États, et a de ce fait laissé aux États le choix de leur politique concernant ce sujet, c'est-à-dire aux électeurs. Après tout, les électeurs pro-avortement peuvent demain voter pour un candidat au Sénat, à la Chambre des représentants, ou même pour un candidat au poste de gouverneur pro-avortement. Donc, la Cour suprême, Clarence Thomas en particulier, disent qu'ils ont fait la preuve de foi en la démocratie américaine en laissant les électeurs se décider.
Pour conclure sur ce sujet, il faut simplement voir les choses en face. On peut accuser la Cour suprême, mais il y a un fait qui est indiscutable, c'est que les États-Unis sont devenus un pays ultra-conservateur, que la majorité des Américains partagent cette vision des choses. Bon, ça, c'est tout simplement un facteur civilisationnel aussi, car comme je le dis, le port d'armes est considéré comme faisant partie intégrante de l'identité américaine. Alors on parle du second amendement, mais ça c'est un petit peu, c'est assez cocasse. Le second amendement est très précis. Il donne la possibilité à chaque citoyen d'avoir une arme à sa disposition pour participer à une milice afin d'instaurer l'ordre en cas d'absence d'une armée régulière, qu'elle soit de l'État ou du gouvernement fédéral. Cela a été écrit il y a plus de 220 ans. C'est aujourd'hui une situation totalement différente. Mais aux États-Unis, on a l'habitude de voir les politiciens se référer à la Constitution, un petit peu comme des religieux pourraient se référer à la Bible ou même au Coran. Donc c'est un facteur civilisationnel et deux, essentiellement économique. La NRA subventionne de très nombreux politiciens, même des démocrates. Les politiciens dans nos démocraties occidentales déclinantes ne voient les choses qu'à très court terme. Aucun d'entre eux ne veut prendre le risque de voir son budget réduit parfois de moitié, si ce n'est plus, pour la prochaine campagne électorale, et donc ne pas pouvoir faire concurrence à des adversaires qui, eux, seraient plus supportés par la NRA. Voilà pourquoi personne n'envisage au Congrès de faire les choses sérieusement comme elles devraient être faites. Les élections de mi-terme qui auront lieu en novembre prochain seront très certainement remportées par les Républicains. La question est de savoir à quelle échelle. Ils vont reprendre le Sénat, vont-ils reprendre le Congrès? Mais ce qui est certain, c'est qu'ils auront la majorité au Sénat. À partir de là, leur stratégie va continuer jusqu'à la présidentielle. Ils vont tenter de présenter à celle-ci l'un des plus conservateurs candidats républicains possibles. Aujourd'hui, il y a deux noms qui sont mis en évidence. Ron DeSantis est un véritable conservateur. J'entends par là que Donald Trump n'est pas à la base un conservateur. Rappelez-vous qu'il y a quelques années, il hésitait à se présenter sous l'étiquette démocrate, puis il s'est rendu compte qu'il lui serait plus facile d'être élu sous l'étiquette républicaine. Donald Trump est un homme d'affaires qui va dans le sens du vent et qui, par démagogie, a épousé les thèses les plus radicales de la droite américaine afin de se faire élire président. Ça lui a réussi d'ailleurs. DeSantis, c'est autre chose. DeSantis, c'est beaucoup plus pernicieux, beaucoup plus dangereux. DeSantis est un véritable idéologue. C'est un homme intelligent, jeune, qui a une vision du monde ultra réactionnaire, qui est un homme profondément religieux, qui prend les textes au premier degré, qui les vit au quotidien au premier degré. Il s'agit donc d'un véritable idéologue. Jusqu'à présent, ces personnalités étaient toujours un petit peu en marge du Parti républicain. Aujourd'hui, ils sont au devant de la scène. Aujourd'hui, le Parti républicain est entre leurs mains et le déclin de la démocratie américaine, la montée des populismes, les inquiétudes grandissantes de la population états-unienne leur permet aujourd'hui de jouer les premiers rôles. Donc, l'un des deux sera sans aucun doute, à moins que, évidemment, quelque chose, une grosse surprise arrive d'ici là, le candidat du Parti républicain. Mon pronostic pour l'instant est que, à moins qu'il soit empêché pour des raisons judiciaires, de santé ou autres, Donald Trump sera le candidat républicain et DeSantis s'opposera à lui au début des primaires pour être certain d'être présent sur le ticket en tant que vice-président et se verra en tant que successeur de Trump qui ne pourra faire qu'un mandat. Si on en arrive à un ticket comme celui-ci et si la situation ne change pas aux États-Unis, je pense que Trump, avec ou sans DeSantis, sera réélu. Le dernier sondage de CNN publié il y a une semaine ou deux nous disait que si l'élection avait lieu aujourd'hui, Trump serait largement réélu président. Il faut voir les choses en face. Si Trump ou DeSantis est élu président, la révolution républicaine, la révolution conservatrice va s'accélérer. Les États-Unis vont glisser de plus en plus vers un régime semi-autoritaire, un petit peu à la Erdogan ou à la Poutine.
Et l'Amérique que nous avons connue, celle des valeurs du siècle des Lumières, des valeurs de l'après-Seconde Guerre mondiale, sera bien morte.